Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Notre club de démocratie, présidé par le général Henri Paris, a organisé un colloque sur l'avenir du nucléaire militaire au Palais Bourbon, Assemblée nationale, bien sûr, le 23 novembre 2009. Parmi des intervenants très prestigieux, je vous invite à écouter l'intervention de M. Jacques Miard, député des Yvelines, maire de Maisons-Laffitte. C'est très intéressant. C'est-à-dire la nouvelle initiative atlantique dans laquelle, sous couvert d'amitié, fédération, démocratie, on monte toutes les révolutions de couleur d'un mec. Et quand vous prenez l'organigramme de tous ces gens qui interviennent au nom de la démocratie, vous trouvez tous les services américains. C'est connu de tout le monde. Mettez-vous dans la page de russe en disant mais à quoi il joue-t-il? Et puis enfin, dernier élément, tout le monde sait que lorsque le président de la Georgie, qui a toujours un nom en américain, je n'arrive jamais à prononcer, s'est lancé dans l'aventure, qu'avait-il dans son bureau? Des experts américains qui poussaient à lui faire intervenir militairement. Donc on est quand même en droit de se poser des questions sur la politique des apprentis sorciers qu'ont pratiqué les Américains vis-à-vis de la Russie. Donc la Russie reste certainement pas un État démocratique. M. Poutine, c'est un joueur d'échecs. Donc on sait très bien qu'on a affaire à des gens qui pratiquent la réelle politique et quand il faut couper en bras le coup, quand il faut tirer, tire. Mais il n'en demeure pas moins que je voudrais aussi qu'on s'interroge la manière dont on a joué les apprentis sorciers du côté de l'Occident. Ça, c'est pour, je dirais, une remarque sur un sujet qui est maintenant épuisé, du moins à ce stade. Alors, qu'est-ce que nous avons dit dans ce rapport que vous pourrez sur le site, sans doute à partir du mercredi, jeudi? Nous avons traité de toutes les armes de destruction massive. Le nucléaire, y compris le radiologique, la balistique, le chimique, le biologique et la cybernétique. Alors, je vais résumer ici les 46 points, ou les 43 points de conclusion que vous trouvez dans le rapport, mais vous savez qu'un politique, sa première qualité, c'est plutôt de se répéter que de se contredire. Je rejoins en vous, vous avez dit sur la pédagogie. Alors, la situation nucléaire, nous affirmons, alors sans embâche, qu'elle demeure l'un des éléments majeurs des relations en grande puissance et qu'elle est incontournable et qu'elle garantit pour ce qui nous concerne notre indépendance nationale, confère d'ailleurs ce qu'a dit le président de la République à longueur de temps et qui ne bouge pas d'un iota par rapport à ce qu'a été le discours des chefs d'État depuis 30 à 40 ans dans ce pays. Donc, il est clair que, et ça j'en suis intimement convaincu, le général Gallois, qui malheureusement est très malade aujourd'hui, vous dirait que la tombe en sage, eh bien, quelque part, nous sommes toujours aussi convaincus que la tombe en sage. Vous pouvez prendre le cas entre l'Inde et le Pakistan. Certes, il n'y a pas, non pas crescendo, on se fait des conflits qui peuvent être aussi violents, mais pour ce qui est, je dirais, de l'effet même de la situation nucléaire, on continue à jouer dans le monde qui est le nôtre. Elle continue à jouer dans le monde qui est le nôtre, et je m'inscris en faux sur ceux qui prétendent que ce n'est pas un élément de la réelle politique internationale. Alors maintenant, venons-en au problème de la prolifération. Cette prolifération existe. Et on va y venir à travers la réalité du TNP et, je dirais, à travers les manques du TNP, ou du moins les failles dans le TNP. Alors, aujourd'hui, on nous rebat les oreilles avec la situation iranienne. Je le veux bien. Je suis intimement convaincu, même si à ce propos, il y a des divergences d'appréciation entre les 5 plus 6, et que lorsque vous interrogez des Américains, qui sont peut-être passés à côté d'un certain nombre de choses d'ailleurs, ce qui montre qu'on a beau avoir des budgets de renseignement énormes, il n'en demeure pas moins qu'on peut passer à côté d'un certain nombre de choses, car mon intime conviction, sans rentrer dans les détails, c'est que c'est effectivement les Français et les Anglais qui ont découvert le deuxième site, et non pas les Américains. Mais les Américains vous disent sans dommage, lorsque vous les interrogez sur ce sujet, qu'ils ne pensent pas que le programme iranien soit véritablement un programme où ils vont accéder à la bombe très rapidement. Moi je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'heure où nous avons conclu ce rapport, les Iraniens sont au seuil. Tout le point est de savoir s'ils font exploser la bombe ou non. Si vous écoutez les Russes, ils disent que c'est intolérable s'ils font exploser la bombe, mais ils n'en demeurent pas moins, ils sont certainement aujourd'hui au niveau du seuil
et qu'ils ont l'intention de poursuivre, je dirais, leur programme. Ils ont tous la volonté, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Si vous rencontrez par exemple à Paris des anciens ministres du Shah, monarchistes, qui s'ils rentraient aujourd'hui en Iran seraient immédiatement arrêtés et fusillés sans doute, eh bien ces gens-là trépignent de joie à l'idée que l'Iran aura la bombe. Je dis bien trépignent de joie. Donc on voit bien que la bombe, c'est pas simplement, c'est un problème de statut. C'est la volonté de l'Iran d'acter sa position au Moyen-Orient comme une puissance nucléaire. Et puis, et là encore, mettons-nous, attendez, je ne suis pas en train de faire l'avocat de l'Ayatollah. Je veux vous dire que j'ai eu des conversations musclées avec les Iraniens sur ce point. Bon. Mais mettons-nous dans la tête d'un Iranien. Il a autour de lui la Russie puissance nucléaire, le Pakistan puissance nucléaire, l'Inde puissance nucléaire, la flotte américaine puissance nucléaire et Israël puissance nucléaire. Donc il est bien clair qu'ils ont subi une guerre, d'armes de destruction massive aussi, d'emploi des gaz par Saddam Hussein et, comme nous le savons, par nous, les Américains et les Anglais. Donc il faut intégrer tout cela dans la tête. Et maintenant, s'ils ont la bombe, qu'est-ce qui se passe? Rien sur le plan, je dirais, des relations internationales. Je le dis comme je le dis. Rien. Simplement, effectivement, ils auront violé leurs obligations du TNP. Ça, c'est indubitable. C'est indubitable. Ils ont signé le TNP, ils ne l'ont pas dénoncé. Ils ont signé le 93.2 et ils ne l'ont pas ratifié. Le 93.2, c'est le protocole qui renforce les contrôles de l'AIEA, comme vous le savez. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, même si on avait un Iran nucléaire, c'était la fin du monde. La dissuasion jouerait. Et si jamais, alors certains vont dire, ils sont des fous. Attendez, tu te calmes. Ce sont des joueurs d'échecs. Ça ne vous a pas échappé. Bien. Et donc, on ne peut pas dire que ce sont des fous. Qui plus est, la Ninja n'est pas, je dirais, c'est pas lui qui a le pouvoir. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a 1000 conseillers autour du guide suprême et qui sont incapables de prendre des décisions. Mais il est évident qu'on ne peut pas considérer que c'est la fin du monde. Ce n'est pas vrai. Je vais même dire que si jamais on s'amusait à, de toute façon, une frappe militaire sur l'Iran, il n'aboutirait à rien de ce que l'on sait de la manière dont ils ont fui, et surtout ça ne ferait que réellement accélérer, je dirais, les conflits dans tout le Proche et le Moyen-Orient, avec le résultat mystérieux. À côté, ça c'est pour, je dirais, aller au paysage. À côté, nous avons effectivement Israël, qui bien évidemment a mis au point et fait exploser une bombe, vraisemblablement avec et a mis au point sa bombe avec qui? Avec nous. Il n'y a pas de délégation, avec la France, on sait bien. Et qui en a certainement aujourd'hui 200, mais qui refuse, sauf une vague allusion à un moment ou à un autre, de dire qu'effectivement elle avait la bombe. Mais il y a quand même, et quand vous discutez sur le plan politique, pas sur le plan juridique, donc ça m'est arrivé à plusieurs fois, avec des Iraniens, des gens du Golfe, etc., en disant, mais attendez, vous êtes bien gentils, vous nous dites, nous n'avons pas le droit, attendez, vous avez signé, vous avez le droit d'avoir un enregistrement civil, et au passage, l'enregistrement civil, pour en dire un mot, qui est-ce qui a donné les obligations de l'enregistrement civil à l'égard d'Iran? Qui? Nous. C'est l'affaire Eurodis. C'est l'affaire Eurodis. Alors mettez-vous dans la tête des Iraniens qui se sont fait déjà avoir une fois sur le combustible à des fins civiles pour être recyclés. Et maintenant, non, vous n'avez pas le droit d'enrichir. Alors qu'ils ont droit au regard du TNP à des fins civiles. À des fins civiles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la géostratégie qui est celle où nous rentrons de plein pied dans l'ère de puissance relative, eh bien, ces événements, et ça pose un problème, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait des propositions, c'est que le TNP est totalement inégalitaire et est de plus en plus perçu comme tel, d'où les failles dans le système. D'où les failles dans le système. Donc, on a effectivement, je dirais, une donne qui est véritablement difficile à maîtriser, compte tenu de la nature à la fois des armes et des règles juridiques qui prévalent à la non-prolifération.